rencontre entre le Premier ministre Dr Shogako Kalamaïka et Jean-Pierre Lacroix avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix. Le chef du gouvernement a échangé sur l'évaluation du processus de retrait de la MINUSMA. Un changement de méthode qui met l'accent sur l'anticipation dans l'action, c'est la proposition faite par le ministre de l'Industrie et du Commerce aux acteurs du secteur privé. Les deux parties se sont rencontrées pour échanger sur les mesures à prendre pour des résultats concrets. Pour les mariages, les baptêmes et d'autres grands événements, les photographes sont toujours sollicités. L'avènement de la photographie numérique a facilité le travail de ces professionnels, une révolution qui a également favorisé l'arrivée d'autres acteurs non professionnels dans ce métier. Ortem Sikasso nous en dira plus dans cette édition. 200 000 hectares, c'est la superficie des concessions rurales dans les communes périurbaines de Bamako. Ces zones sont confrontées à des problématiques qui ont pour nom construction et branchement électrique anarchique, une situation dangereuse pour les habitants. Merci de votre fidélité à l'ORTM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous commençons cette édition par cette bonne nouvelle pour les régions de Ségou, Dioïla et Mopti. Elles viennent de bénéficier de 5 ambulances médicalisées. Cette donation, qui s'ajoute à de nombreuses autres, s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du Premier ministre. Les précisions de Alousseni Touré. Les œuvres sociales du Premier ministre ont concerné plusieurs régions et se sont manifestées dans plusieurs domaines comme la santé, la scolarisation des enfants, des familles modestes, l'appui aux victimes des inondations, l'équipement des handicapés. Cette donation est la suite logique de la mise en œuvre des œuvres sociales de la primature. Pour la région de Mopti, je peux dire depuis le mois de mars dernier déjà, le Premier ministre a effectué une visite de 3 jours dans la région de Mopti, au cours de laquelle il a procédé à la remise des tricycles motorisés manuels aux handicapés de la région, l'ancienne région administrative de Mopti, à des dons de vivres, non-vivres, de kits et d'abris aux populations victimes des inondations meurtrières de septembre 2022 du cercle de Djéné, à des dons de vivres et de kits alimentaires aux personnes déplacées internes dans la région de Mopti, à la remise de forages équipés de pompes à certains villages de la région de Mopti. Le ministre de la Santé ne pouvait que s'en féliciter et remercier le Premier ministre pour cette donation. Ces ambulances vont sans nul doute renforcer notre système de santé, particulièrement le système de référence évacuation. Ça facilitera la prise en charge de beaucoup de malades. Il y a beaucoup d'endroits, j'ai été sur le terrain pour plusieurs fois, il y a beaucoup d'endroits, on a vu des femmes mourir en voulant donner la vie, ce qui est inadmissible normalement au XXIe siècle. Donc merci pour tout ce que vous faites pour les populations maliennes. Le président de la transition a en cœur les Maliens. Le Premier ministre lui emboîte le pas dans le cadre de ses œuvres sociales. L'octroi de ces ambulances aux régions de Ségou, Dioïla et Mopti est une réponse à des préoccupations urgentes des populations. Le 1er juin 2021, quelques jours avant ma nomination du poste de Premier ministre, des notables du Konna m'informaient d'un terrible accident de circulation survenu entre Konna et Sévari. Il s'agit de l'ambulance de Konna qui transportait 7 personnes, dont le médecin, les patients et les accompagnateurs, dans laquelle, hélas, tous les occupants ont perdu la vie. Cette nouvelle m'a bouleversé et attristé. Et c'est pourquoi, quand l'occasion des œuvres sociales s'est offerte, j'ai tout de suite adhéré à l'idée de prévoir une dotation en acquisition d'ambulances dans le budget alloué aux œuvres sociales. Aujourd'hui, nous procédons à la remise de 5 ambulances médicalisées destinées aux structures de 3 régions, Mopti, Ségou et Dioïla. Mopti, vous avez Korianzé, Konna et l'hôpital Sominel Dolo. Bla et Dioïla dans la commune de Nangola. Cette cérémonie de remise est la poursuite des activités des œuvres sociales du Premier ministre en cours depuis des mois. Vous savez que dès que nous nous sommes installés, ces œuvres sociales ont concerné 12 régions et le district de Bamako dans 2 volets.
La réalisation de 140 adductions d'eau sommaire dans les régions de Koulikoro, de Kaï, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Gao, de Menaka, de Kidal, de Nyoro, du Sahel, de Bougouni, de Koutiala, de San et du district de Bamako. L'acquisition de matériel et équipements sanitaires dans les régions de Kaï, Ségou, Mopti, Gao, Nyoro du Sahel, Koutiala, San et le district de Bamako. Au nombre de ces équipements, nous comptons 295 tricycles moteurs et 202 tricycles manuels, dont 70 font l'objet de cette cérémonie de remise à des citoyens vivant avec le handicap. Face aux nombreux besoins dans les domaines les plus élémentaires, les interventions des structures étatiques sont toujours les bienvenues. Le Premier ministre a reçu hier en audience le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix est au Mali dans le cadre de l'évaluation du processus de retrait de la MINUSMA. Les échanges francs entre les deux personnalités ont abouti à une convergence de vues, nous dit Alousseni Touré. Les missions des Nations Unies se succèdent depuis quelque temps au Mali à un rythme soutenu. La présente mission, conduite par le secrétaire général adjoint en charge du maintien de la paix, procède à une évaluation d'étape du processus de retrait de la MINUSMA. Jean-Pierre Lacroix dresse un bilan positif du dit processus. En miroir du mécanisme qui fonctionne très bien ici de coordination avec votre gouvernement, nous avons au siège un mécanisme de coordination entre tous les départements qui sont concernés, dont d'ailleurs certains des responsables ont déjà visité le Mali, d'autres s'apprêtent à le faire, de manière à ce que, comme vous le souhaitez, nous ayons vraiment, y compris de la part du siège à New York, un suivi très régulier, un suivi concret sur le terrain de l'évolution de ce processus. Alors évidemment, il y a des prochaines étapes après les phases initiales qui ont été réussies, des prochaines étapes qui seront peut-être par certains aspects un petit peu plus délicates ou sensibles, mais nous sommes confiants dans le fait que votre gouvernement va faire tous les efforts possibles pour faire en sorte que ces prochaines étapes se déroulent dans les meilleures conditions. C'est donc un constat convergent sur ce processus mené conjointement avec le gouvernement malien. La rétrocession du camp de Bert, c'était un test. Et certains, comme je dis, qui se sont réveillés à midi, et vous et nous qui nous sommes réveillés depuis 7h30, ils ont pensé qu'on s'est réveillé trop tôt. Je pense qu'ils ont compris que c'est eux qui se sont réveillés en retard. Parce que c'est un contexte d'une certaine ambiguïté dans le discours des Nations Unies, ou une certaine faiblesse de la partie malienne. Il n'y a eu ni l'un ni l'autre. L'État malien s'est assumé comme il faut. Les Nations Unies ont levé toutes les ambiguïtés en disant clairement que la rétrocession des bases, c'est à l'État malien et non pas à quelqu'un d'autre. Parce que la nécessité d'exercer pleinement la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire est aujourd'hui l'un des fils conducteurs de notre action. C'est pour cela que tous les ministres et tout le monde doit avoir comme ancienne devant lui la nécessité de l'application stricte des trois principes que le président a édictés. L'exercice plein et entier de la souveraineté du Mali, le libre choix de ses partenaires, des partenariats stratégiques et la défense de ses intérêts. Et donc, l'exercice de la souveraineté du Mali, entre autres, ça montre dans ce cas précis que quand l'ONU cède une base, que l'État le prend. S'il y en a les moyens, aujourd'hui l'État a les moyens de prendre toutes les bases que l'ONU cède. Et le fait que vous ayez levé toute ambiguïté sur ça, je pense que ça a pesé partout dans l'opinion, ça a levé certains doutes chez les gens.
Le processus de retrait de la MINUSMA peut certes connaître quelques difficultés, mais jusque-là, il se déroule selon le calendrier convenu. La MINUSMA partira du Mali, mais les Nations Unies restent. Ce sont les propos du secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix à l'issue d'une rencontre de travail élargie entre l'Organisation des Nations Unies et certains membres du gouvernement. D'autres sujets ont été également évoqués, à savoir la nécessité de consultation des autorités maliennes, le transfert de bases au FAMA, le plan et le chronogramme de retrait sécurisé de la MINUSMA. La rencontre était présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Mohamed Kandao Idrissa Traoré y était pour l'URTM. Au cours de son périple malien, Jean-Pierre Lacroix multiplie les consultations avec les autorités de la transition. C'est alors qu'il a pris part à une rencontre de travail élargie avec le chef de la diplomatie malienne. Le maintien du délai prévu pour le départ de la MINUSMA fait partie des sujets évoqués. Le premier objectif essentiel, c'est de continuer de mener à bien, dans les délais impartis qui sont très serrés, le processus de retrait de la MINUSMA. Et je crois pouvoir dire que jusqu'à présent, les retraits qui ont été effectués l'ont été dans les délais prévus et aussi dans des conditions satisfaisantes. C'est-à-dire que la MINUSMA, certes, part, mais les Nations Unies, évidemment, ne quittent pas le Mali. Comment faire en sorte que nous posions les cadres nécessaires pour la poursuite de ces activités? Ça suppose la poursuite de nos consultations, puisqu'il nous appartient d'avoir, de la part des autorités maliennes, une expression complète de leurs attentes dans les différents domaines des activités des Nations Unies, qu'il s'agisse des domaines politiques, qu'il s'agisse du domaine de l'action humanitaire et d'autres domaines encore. L'État malien va exercer sa mission. Naturellement, il y a des groupes terroristes qui essayent de s'opposer à cela. Nous allons les combattre pour pouvoir exercer notre travail. Avec nos frères qui sont des mouvements signataires, nous allons continuer à travailler avec eux, à nous engager en tout cas dans les meilleures conditions possibles à créer un environnement apaisé et sécurisé. Nous lançons un appel à tous les membres de ces mouvements signataires de comprendre le processus qui est en cours et qui va aider à apporter la sécurité à tous et qui ne remet pas en cause notre engagement pour la paix et de ne pas entraver ce processus et de sécurisation et de reprise en main de notre pays. À la tête d'une forte délégation, l'émissaire onusien s'est dit confiant en les autorités de la transition. Jean-Pierre Lacroix s'est dit également prêt à œuvrer pour le retour de la paix au Mali. Le ministre de l'Industrie et du Commerce était ce samedi face aux acteurs du secteur privé. Il a partagé avec eux la vision du ministère et préconise un changement de méthode qui met l'accent sur l'anticipation dans l'action. Des mesures à court, moyen et long terme seront prises pour des résultats concrets. Batraouri. La vision du ministre de l'Industrie et du Commerce déclinée en plan de travail pour des résultats meilleurs. Ces nouvelles orientations sont partagées avec les organisations du secteur privé. Le ministre Moussa Alassane Diallo opte pour la carte de l'anticipation en préconisant une rupture des méthodes. Des mesures à court, moyen et long terme constituent l'ossature de cette nouvelle recette. Cette vision repose sur 3 éléments clés. Le premier élément clé, c'est assurer à court terme la stabilité de l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Ce que j'appelle une situation d'urgence à laquelle il faut apporter des réponses très très importantes. Une fois qu'on aura stabilisé le marché, le deuxième axe de notre vision, c'est de dire qu'aujourd'hui, le Mali doit assurer la relecture de sa politique industrielle de façon à assurer la promotion des petites et moyennes industries qui seront de nature à assurer la transformation de la production nationale. Et le troisième axe, c'est de dire aujourd'hui comment assurer aujourd'hui la mutation du secteur commercial vers le secteur industriel. La démarche est saluée par les acteurs du secteur privé qui disent fonder un réel espoir sous le nouveau ministre. Nous avons bien sûr apprécié cette vision, une vision qui tourne essentiellement autour de l'industrialisation du pays. Et nous apprécions et nous le remercions de nous avoir honorés, d'être venu vers nous pour nous parler de sa vision
et nous allons l'accompagner dans la réalisation de cette vision. On pense que ce qui a été dit aujourd'hui, ici, si nous réussissons à atteindre 50% de ce qui a été dit, on relance de manière permanente l'économie malienne. Lors des débats, l'accent a été mis sur la lutte contre la corruption et la concurrence déloyale, de même que le respect de la réglementation et des normes du secteur. La résolution des défis de l'exportation au Mali demeure une priorité pour l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, APEX. Pour mener à bien cette tâche, l'APEX vient de signer un protocole d'accord avec le Fonds de solidarité africain et l'Agence pour l'aménagement et la gestion des zones industrielles. Fousseni Tunkara et Moulay Sidibé. 3 entités pour un même objectif, celui de faire face aux défis de l'exportation au Mali, une équation qui demeure une priorité pour l'Agence pour la promotion des exportations du Mali APEX. Pour y arriver, aucune opportunité ne l'échappe. À travers ces signatures, elle s'engage avec le Fonds de solidarité africain et l'Agence pour l'aménagement et la gestion des zones industrielles. Le but de la coopération est d'obtenir des résultats encore plus probants. Le présent protocole, accord cadre de coopération, vise à définir le cadre de collaboration durable entre l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, APEX Mali, et le Fonds de solidarité africain dans les domaines d'intérêt commun, notamment en matière de promotion des opportunités offertes par le FSA, de soutien aux projets à l'APEX Mali, de soutien technique et financier aux entreprises maliennes spécialisées portées par l'APEX Mali. Le Mali fait partie des pays qui couvrent le Fonds de solidarité africain. À ce titre, l'organisation trouve judicieux d'apporter son aide à l'APEX qu'elle trouve déjà dynamique. On se doit d'être à la disposition de nos pays, d'accompagner les secteurs prioritaires de ces pays-là. Donc c'est dans ce cadre qu'effectivement, on a été très disponible. Témoin de cette signature de protocole d'accord, le représentant des interprofessions apprécie ce mécanisme qui se met en place. Pour nous, c'est un espoir. Alors, si nous disposons d'un mécanisme qui va faciliter la mobilisation de financement pour nous permettre humblement de travailler, je dis un sentiment de joie. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a été félicité par les différentes parties lors de cette cérémonie pour son implication personnelle dans l'aboutissement de ces cadres de coopération. Le ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé, a visité 2 structures relevant de son département. Il s'agit de l'inspection de l'agriculture et du Comité national de la recherche agricole, CNRA. Quels sont les objectifs de cette visite? Sokona Kamisoko et Moulay Sidibé nous en parlent. L'inspection de l'agriculture et le comité de recherche agricole, 2 structures et même objectif, booster la productivité agricole au Mali. Le premier service a pour mission de contrôler le fonctionnement et l'action des services et organismes du département de l'agriculture. Le second intervient dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de l'agriculture. De façon générale, ce qui ressort, c'est qu'il y a une insuffisance de personnel, surtout au niveau de l'inspection. Je crois qu'ils sont au nombre de 6. Il y a 3 qui doivent aller à la retraite pour un effectif attendu de 17. Ils ont également des problèmes d'équipement qui se posent. Ils n'ont pas d'outils informatiques suffisants pour pouvoir faire les rapports. Et également, au niveau même du matériel, ils n'ont pas de véhicules pour se déplacer. Pour le cas du CNRA, je crois que le problème aussi, c'est un déficit de personnel. Je crois que rapidement, on va prendre des dispositions pour pouvoir trouver des solutions à la nomination d'un secrétaire exécutif adjoint, parce qu'il est seul. Et ensuite, le CNRA, il faut se dire la vérité, était étouffé. C'est-à-dire on ne reconnaissait même plus son existence à cause du fait qu'il y avait des projets ici qui l'ont étouffé. Donc maintenant, il faudrait qu'on revienne un peu à la normale et qu'on les mette dans leurs droits, parce que c'est eux qui doivent coordonner toutes les activités de recherche au niveau national concernant l'agriculture, l'élevage, la pêche et autres. Et le ministre Lassine Dambélé dit prendre bonne note des préoccupations soulignées avant d'inviter ses interlocuteurs à plus d'engagement pour relever les différents défis.
En marge des États généraux de la migration, le ministre des Maliens établi à l'extérieur a rencontré les ambassadeurs et consuls du Mali venus pour la circonstance. L'objectif est d'identifier ensemble les problèmes et d'apporter des solutions idoines. Bemba Sibi et Oumar Traoré. Œuvrer ensemble pour relever les défis auxquels font face les Maliens de l'extérieur, c'est en substance l'objet de la rencontre entre le ministre des Maliens établi à l'extérieur et les représentants des organisations diplomatiques du Mali dans les pays d'accueil en marge des États généraux de la migration. Des difficultés qui ont pour nom accès difficile aux documents administratifs maliens et du pays d'accueil, le bicéphalisme au niveau des fêtières de la diaspora, entre autres. S'adressant aux diplomates maliens, le ministre a indiqué qu'ils sont des acteurs incontournables dans toute politique de protection des Maliens établis à l'extérieur. C'est pourquoi il faut se concerter pour anticiper les problèmes. Je voudrais qu'on instaure également un cadre de concertation régulier sur les préoccupations liées à la gestion des Maliens de l'extérieur avec nos représentations diplomatiques et consulaires. Je sais qu'une forme de ce cadre existe déjà parce que vous êtes contacté régulièrement, à tout moment, en fonction des problèmes, par mes collaborateurs. Et je tiens vraiment à vous remercier pour votre disponibilité parce que chaque fois qu'une ambassade ou un consulat est touché par mes collaborateurs, par mes services, la réaction est... Une concertation régulière avec les représentations diplomatiques, car on le dit, des échanges émergent les idées de la volonté du chef de département des Maliens établis à l'extérieur de pérenniser cette nouvelle dynamique. Les travaux des États généraux de la migration se sont achevés cet après-midi. Et le reportage de Mohamed Kayentao dans nos prochaines éditions. Et à suivre le journal spécial sur cette rencontre après cette édition. Le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a présidé ce matin les activités de la célébration des 10 ans de Studio Tamani, une célébration marquée par des témoignages relatifs à la contribution de Studio Tamani dans l'instauration de la paix au Mali. Reportage Youssouf Diakité et Tchedja Kamara. 19 août 2013, 19 août 2023, cela fait exactement 10 ans que Studio Tamani est installé au Mali à travers la Fondation Hirondelle. Une arrivée saluée par les autorités maliennes parce qu'ayant contribué à asseoir une véritable culture de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et du développement surtout. Studio Tamani, c'est produire un programme radiophonique et le diffuser 85 radios partenaires dans tout le pays. Studio Tamani, c'est soutenir le paysage audiovisuel du Mali, à commencer par les radios membres de l'URTEL. Studio Tamani, c'est également former, contribuer à la formation des jeunes journalistes. Les organisations fêtières de la presse et les radios partenaires, au nombre de 85 de nos jours, se disent satisfaites du partenariat avec Studio Tamani. Je dédie ces trophées à l'ensemble des personnels de l'ORTM parce que je peux dire que c'est grâce à l'ORTM, leur expérience, leurs différentes formations, vraiment que moi j'ai été à Studio Tamani. À renforcer les acquis en termes de formation, les acquis en termes d'équipement, les acquis en termes d'informations crédibles et justes. Studio Tamani, à travers toute son équipe, est à cheval sur le respect de ses principes journalistiques. Au-delà de cette chaleur humaine, au-delà de l'accompagnement de tous les événements importants de la vie de notre pays que nous avons eu à faire ensemble, le département de la communication a particulièrement salué les efforts consentis par Studio Tamani. Studio Tamani, c'est aussi un slogan, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Je pense que ce slogan veut tout dire, ça veut dire simplement aujourd'hui que Studio Tamani s'insère dans un esprit, parce qu'aujourd'hui le Mali, plus que toutes les autres nations, ont besoin de dialogue, de paix, de concorde et de cohésion sociale. L'un des moments forts de la cérémonie a été la remise de distinctions aux acteurs qui ont surtout marqué les 10 ans de Studio Tamani.
À l'occasion de la célébration le 19 août, Journée mondiale de la photographie, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à travers la Maison africaine de la photographie a organisé une session de renforcement des capacités des photographes et une exposition photographique intitulée Flash sur Koulikoro, Ibrahim Kaoukounate et Adama Traouri. Exposition photographique, Flash sur Koulikoro et masterclass ont émaillé cette journée mondiale de la photographie. Une journée qui célèbre les professionnels d'image. Grâce aux efforts immenses conjugués des autorités de notre pays, en particulier grâce à la clairvoyance de Monsieur le ministre, le secteur de la photographie continue de vivre et nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la photographie à domicile. Flash sur Koulikoro, c'est une exposition qui retrace le quotidien des citoyens de la cité de Meguetan. L'ambassade des États-Unis et le bureau de l'UNESCO au Mali ont reçu un exemplaire de l'ouvrage produit par la Maison africaine de la photographie. Il s'agit à travers celle-ci de présenter une sélection de 51 œuvres portant principalement sur l'animation de la vie dans la cité, mais également des témoignages sur l'histoire et les paysages de la ville. Des images sur l'architecture, les infrastructures, les équipements collectifs, les sites individuels abandonnés, les activités extractives du sable, les rues et marchés, le fleuve et les rochers ont été fixés. Ces images de reportage sont enrichies et complétées par les portraits en ville et au studio qui constituent l'essentiel des travaux des photographes au quotidien. Depuis 1839, le monde célèbre la photographie et les professionnels du secteur. Cette célébration remonte à l'invention de la photographie. Je l'annonçais dans le sommaire, en troisième région, la photographie numérique a permis une évolution considérable en matière de photos. Les photographes professionnels sont sollicités surtout lors des mariages, des baptêmes et d'autres grands événements. Et si le numérique a facilité le travail des photographes, il a aussi favorisé l'arrivée d'autres acteurs non professionnels dans ce métier. Une équipe de ORTM Sikasso composée de Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté a travaillé sur le sujet. Voici son reportage. La photographie est à la fois un art et une profession qui a connu des évolutions relatives, notamment à l'introduction des appareils photo numériques. L'arrivée de ces appareils a eu comme conséquence l'abandon des appareils photo argentiques dont l'utilisation exigeait des pellicules. Seibou Traoré, le plus ancien photographe en activité de la région de Sikasso, dispose encore de quelques matériels utilisés dans le tirage de la photo argentique. C'est des appareils de 72. Donc lui, il permettait de faire des photos noires et blancs. Donc cet autre appareil maintenant, on l'appelle agrandisseur. Un agrandisseur, c'est lui qui servait à tirer les photos. Donc que ce soit les poses entières, les photos d'identité. Et ça, c'est un appareil russe. Le numérique a considérablement modifié le secteur de la photographie. Le changement se fait sentir dans les procédés de prise de vue ainsi que dans le traitement et le tirage de la photo. Les appareils anciens ne pouvaient pas traiter les photos. Donc, une photo faite était vraiment à 100% conçue. Il n'y avait pas de tricage là-dedans. Donc, mais de nos jours, les photos sont truquées. Autrefois, donc, avec les photos, on pouvait même juger quelqu'un. Les photos pouvaient entrer dans les jugements, donc dans les témoignages, quoi. Au début, nous, on a commencé avec l'analogie. C'était des photos qu'on prenait avec les clichés. Nous sommes aujourd'hui avec la base numérique, des faits de photos numériques que vous le voyez aussi. Mais je trouve que les photos analogiques et numériques, là, il n'y a pas une comparaison. La photographie numérique a contraint les laboratoires à s'adapter à de nouvelles technologies de traitement et de tirage de l'image. Il est aujourd'hui difficile, voire impossible, de tirer une photo argentique à Sikasso. Pourtant, la photo intéresse toujours la jeunesse, même s'il faut le plus souvent passer par des smartphones. Je prends mes photos avec mon téléphone. J'ai fait recours à un photographe seulement lors de mon mariage il y a 2 ans. À mon avis, c'est plus facile avec les téléphones.
ou bien 31 $, on peut prendre une photo d'autres. Nous avons besoin du photographe lors des fêtes et autres grands événements. Sinon, nous faisons nos photos avec nos téléphones. Pour le tirage, nous passons voir un photographe du quartier. La région de Sikasso compte un nombre important de photographes professionnels, mais seuls 73 sont enregistrés au sein d'une association. Ce groupement est conscient de l'impact du numérique et cherche à s'imposer. Le numérique a apporté comme avantage, parce qu'avant nous, on payait les pellicules, les piles. Maintenant, quand tu payes l'appareil détient une carte mémoire ou bien un disque dur, sur laquelle tu peux faire 10 ans avec un appareil. Tu ne changes pas de carte, tu ne changes pas de disque. Tout le monde est devenu photographe dans la mesure qu'il n'y a pas de formation pour être photographe encore. Combien de personnes, clients connaissent aujourd'hui la qualité? Les personnes cherchent à faire une couverture, mais qu'est-ce qu'il y a la qualité? C'est ce qui différencie entre un photographe et quelqu'un qui détient un appareil. Selon les plus anciens photographes de la région en activité, les photos en couleur étaient tirées à l'extérieur dans les années 1981 et il fallait attendre un mois pour disposer d'une photo en couleur. Les communes périurbaines de Bamako compteraient aujourd'hui de nombreuses concessions rurales sur une superficie de plus de 200 000 hectares. Ces zones font face à des problématiques liées à la qualité des constructions et au branchement électrique anarchique. Une situation dangereuse pour les habitants et contraignante pour les collectivités. Notre reporter Alpha Maïga est allé sur les lieux où il a rencontré de nombreuses personnes. Voici son compte-rendu. Nous sommes en saison de l'hivernage, la période où la pluie bat son plein à travers tout le pays. Ici, dans un quartier de la capitale de Bamako, Koulibaly, le chef de famille assis dans sa cour, où sont visibles des fissures sur le bâtiment, un peu partout. Non loin, branchement électrique à haut risque. Alors, il suffit quelques millimètres de pluie seulement à cette construction rurale, à l'image d'ailleurs de plusieurs autres dans la périphérie, pour présenter un hideux visage. Le danger qui pèse, les locataires en sont conscients. Le danger qui est là, la pluie tombe. La maison, comme toutes les constructions, aussi nous ici, c'est dans Bogo. Le banc là, quand ça mouille, ça peut amener le danger. Les enfants sont dans la main de Dieu. Cette maison, je l'ai construite avec beaucoup de difficultés. Nous y habitons avec cette même réalité, surtout quand il pleut. Aujourd'hui, j'ai plus de 70 ans. Les rues de fortune et les demeures sont prisonnières des eaux pluviales. Ce n'est pas tout. Les déplacements deviennent un véritable parcours du combattant et dire qu'à tout moment, les catastrophes majeures ne sont pas loin. Dianegela, que vous entendiez, c'est un quartier vraiment avec des concessions rurales à 90%. Pendant l'hivernage, il y a très souvent des victimes dans ces quartiers. Réellement, si vous essayez de voir la fondation même de ces maisons, il n'y a vraiment pas de spécialistes en la matière pour pouvoir construire ces maisons. Donc ces maisons sont construites de façon très anarchique. Avec le changement climatique que vous voyez, et c'est en train de nous même perturber dans nos objectifs. Avec nos concessions qui sont en commune aujourd'hui, tu trouveras que les 40% aujourd'hui sont des maisons en banco. Alors que le changement climatique a beaucoup de facteurs. Le constat, il est amer. Les raisons des effondrements, des erreurs de conception, des erreurs d'études et des erreurs de mise en œuvre combinées peuvent nous amener à un sinistre. L'émergence des quartiers périphériques avec la prolifération de constructions rurales est un phénomène qui incite à l'attention. Il y a des gens, au lieu de passer faire la demande au niveau de l'EDM,
Ils préfèrent juste s'arranger entre eux, famille, et puis je vous passe le courant et puis vous trouvez un moyen de pouvoir vous électrifier. Et au moment de l'hivernage, souvent ça crée des problèmes, des sérieux dégâts dans ces quartiers. En recommandant les ingénieurs conseils, parce que c'est ça même qui est recommandé. Il faut voir dans ces derniers temps ce qu'on est en train de connaître dans le pays. Bon, c'est ça même qui est préoccupant. Les communes périurbaines de Bamako peuvent compter à ce jour une superficie de plus de 200 000 hectares selon une source proche des services de l'urbanisme. L'augmentation significative de leurs problématiques font que l'usage de la terre est constamment modifié et crée des dangers quotidiens et aux habitants et aux collectivités. 52 millions de francs CFA, c'est le coût d'un lot de matériel d'assainissement remis à la mairie de la commune 5 de Bamako. Le donateur est l'ONG KS, Convergence d'Action pour l'Environnement et la Santé. C'est avec l'appui financier de l'ambassade du Japon au Mali. Batraouri. Dépôt d'ordures au flanc de la colline de Badalabougou en commune 5 du district de Bamako. Une montagne de déchets dont l'évacuation est inscrite parmi les priorités du conseil municipal. Pour ce faire, la municipalité vient de bénéficier d'un appui de taille. Il s'agit d'un important lot de matériel d'assainissement offert par l'ONG KS, Convergence d'Action pour l'Environnement et la Santé. C'est avec le soutien financier de l'ambassade du Japon au Mali. Les équipements que nous remettons aujourd'hui sont constitués de un camion Ben Mercedes, Ben équipé d'une grille, 4 bourreuses mécaniques, 60 bourrettes, 6 tricycles, pour un coût global de 52 millions francs CFA. Environ 50 millions fonds accordés par l'ambassade du Japon et environ 2 millions sur fonds de l'OIGKS. Permettez-moi d'apprécier et de saluer l'excellente collaboration qui existe entre notre ambassade et la mairie de la commune 5 du district de Bamako. Je souhaite vivement que cet engagement se poursuive afin d'assurer davantage la pérennisation des acquis de nos projets au profit des habitants de la commune. L'opération s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'assainissement de la commune 5 du district de Bamako. La gestion efficace des déchets est une priorité du conseil communal. Je voudrais par avance rassurer nos partenaires que ces équipements seront utilisés à bon escient. L'opération permettra d'enrôler 500 bénéficiaires, dont des ramasseurs et collecteurs de déchets plastiques ou agents des GIE en commune 5 du district de Bamako. L'Office du Niger a tenu à Ségou la 52e session de son conseil d'administration. En 2022, l'Office a enregistré un total bilan de plus de 85 milliards de francs CFA et la production se chiffre à plus de 750 000 tonnes de riz paddy. Ortem Ségou, Kandesila. Parmi les points examinés au cours de cette 52e session ordinaire de l'Office du Niger figurent en bonne place les états financiers et les rapports du commissaire aux comptes au titre de 2022. Pour l'exercice, le total bilan s'élève à un peu plus de 85 milliards 890 millions de francs CFA, un budget qui a nécessité des concessions. L'Office du Niger a enregistré un déficit de près de 3 milliards 713 millions sur le budget programmé. Des efforts importants ont dû être consentis pour équilibrer les comptes. Réduction des dépenses de fonctionnement et annulation ou report de certains travaux de maintenance des réseaux hydrauliques. Autre point examiné, le rapport de gestion 2022. Selon les indicateurs, la campagne agricole 2022-2023 s'est déroulée normalement avec une production enregistrée de plus de 750 420 tonnes de riz paddy. Toutefois, des difficultés ont négativement impacté sur les indicateurs. Difficultés liées entre autres à la faiblesse de la subvention des engrais qui n'a porté que sur 2 sacs à l'hectare pour 6 recommandés. Le retard dans la livraison et le prix élevé sur les marchés des intrants. Autre difficulté, la non-réalisation des prévisions d'aménagement et le faible niveau d'entretien des réseaux hydrauliques dû à l'insuffisance de la dotation budgétaire de l'État. Sur une inscription de 5 milliards 500 millions au titre du contrat plan 2019-2023, dont 448 650 000 destinés aux ateliers militaires centraux de Markala pour les travaux urgents du barrage, le montant total mobilisé au 31 décembre 2022
a été de 3 108 557 000 francs, soit un taux de 56,51%, et un montant non mobilisé de 2 391 422 080 francs. La note d'espoir soulignée par le président directeur général de l'OFII du Niger est sans nul doute l'accalmie au niveau sécuritaire. Une occasion pour la session de saluer les efforts des autorités dans la sécurisation des zones de production et du pays en général. Dieu bénisse le Mali. Nous restons en 4e région où des responsables et partenaires des OCHA, Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, visitent les sites des déplacés internes de Ségou. Cette visite qui a concerné les sites de Zogofina et Sebougou contribue à faire un plaidoyer pour couvrir les besoins humanitaires de ce groupe cible. Les détails avec Jacqueline Dako Issaba. Nous sommes à Zogofina, un village situé à 5 km de Ségou. Ici, vivent plus de 800 personnes déplacées internes. Sur ces sites et bien d'autres, des actions sont menées pour alléger les souffrances de ces groupes cibles par des bonnes volontés, dont le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Toute chose qui justifie cette visite de terrain des hommes des médias pour constater de visu ce qui a été fait et ce qui reste à faire. À Zogofina, par exemple, OCHA, à travers l'ONG Terre des Hommes, qui évolue dans le secteur depuis plus de 5 ans, a mené plusieurs actions d'assistance multisectorielle en faveur des déplacés. Depuis que nous sommes là, nous avons aidé beaucoup de femmes à accoucher en bonne santé. Aussi bien les femmes que des enfants qu'on a pu vacciner, donc qu'on a évité beaucoup de maladies. Nous menons aussi des activités de soutien psychosocial et de santé mentale avec les communautés. Nous avons reçu des appuis côté santé et assainissement avec dons de kits sanitaires. C'est déjà beaucoup, mais notre plus grand souci, c'est l'alimentation. Il y a certaines familles qui ne mangent pas 2 fois dans la journée. Autre lieu visité, le site de Sebougou où évolue le programme alimentaire mondial PAM. Nous sommes très contentes de leurs différents appuis. Ça nous aide beaucoup et nous sommes comblés. Nous avons été bien accueillis ici. Cependant, nous demandons aux bienfaiteurs de créer des activités génératrices de revenus pour nous, les femmes. C'est une intervention vraiment qui est plus que salutaire pour nous en tant que représentants du développement social. Vraiment, ils enlèvent une grosse épine de notre pied. Au-delà de la visite de terrain, la journée a été sanctionnée par un atelier d'information et de sensibilisation des journalistes sur les principes humanitaires et les mécanismes de redevabilité envers les personnes affectées. Ce communiqué, le Haut Conseil Birabiche du Mali suit avec beaucoup d'intérêt les regrettables événements survenus récemment dans les régions de Tombouctou et Taoudeni ayant provoqué une détérioration de la situation sécuritaire. À cet effet, le Haut Conseil Birabiche appelle les partis à la retenue. Il demande aux chefferies traditionnelles du Mali à s'impliquer pour une réconciliation durable de tous les Maliens. Enfin, le Haut Conseil Birabiche renouvelle ses remerciements à la communauté internationale et particulièrement à l'Algérie et demande de poursuivre ses efforts pour le retour de la confiance entre tous les Maliens. Autre communiqué, une forte délégation du parti Espoir pour la démocratie et la République EDR, conduite par son président, le professeur Salikou Sanogo, a été reçue par une forte délégation du parti Front pour le développement du Mali, Maligneta Djekoulou, FDM-MNJ, conduite par son président Lamine Camara au siège du FDM-MNJ à Kalabankoura. Les deux partis ont fait des échanges fructueux sur des sujets communs d'intérêt national et international en général. En outre, les deux partis se réjouissent de la nouvelle promulgation de la nouvelle constitution par le président de la transition, signant ainsi l'entrée de notre pays dans la 4e République. Salue l'effort des autorités de la transition dans le domaine de la sécurité, l'apaisement du front social et la lutte contre
la corruption. C'est l'heure du sport et avec moi sur ce plateau, Abdul Karim Kaba. Bonsoir Kaba. Bonsoir Salimata Ndao, bonsoir tout le monde. Je reviens vers vous dans un instant. D'abord, allons à Koulikoro. Là-bas a eu lieu hier le lancement de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. C'est pour la première fois que la Super Coupe Assimi Goïta se déroule dans une région. 12 formations, 8 des régions et 3 des institutions. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier au stade Diarra H de Koulikoro. Le point avec Abdul Karim Kaba. Le stade Diarra H de Koulikoro est bondé de monde. Et pour cause, le lancement de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition. La tenue de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta en région est la réponse à la demande des participants l'année dernière. Et à Koulikoro, c'est avec joie que la Supercoupe Colonel Assimi Goïta est accueillie. Les initiateurs de la présente édition ne sont pas trompés de choix de la ville de Koulikoro. Koulikoro, un des berceaux et hauts lieux de l'histoire ancienne du Mali. La population de Koulikoro mesure à juste valeur l'honneur qu'ils ont ainsi fait et son actualité légendaire ne fera pas défaut. Cette délocalisation est la preuve de l'inclusivité de la coupe qui porte le nom du président de la transition. C'est aussi la preuve de l'engagement des autorités de la transition pour le développement de la jeunesse. Ce grand rassemblement est une fois de plus l'occasion de mettre le football à profit pour appeler toutes les couches de la nation au renforcement du processus de paix, de la valorisation de la cohésion sociale, le vivre ensemble pour une refondation inclusive de notre État. Je voudrais engager tout le mouvement sportif national à converger dans le sens de la refondation en cours. La Supercoupe du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a la magie d'asseoir et de cultiver la paix et la cohésion sociale dans le pays en vue de féconder la nécessaire refondation du Mali. Le représentant du président de la transition a salué cette initiative. Au regard du contexte actuel de notre pays, les initiatives de partage, de rassemblement autour des causes justes et constructives comme ce tournoi de football sont et demeurent la solution face aux nombreux défis et enjeux auxquels la nation fait face. C'est pourquoi il me plaît ici, et au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de saluer l'option du thème « Le sport comme facteur de paix et de cohésion sociale pour une refondation de l'État ». Une jeunesse confiante, une jeunesse rassemblée, une jeunesse unie et qui regarde dans l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. C'est ce que le président veut leur montrer. Et demain, comme lui aussi les jeunes, que cette génération se sacrifie pour le bonheur des futures générations. Je crois que c'est le message que le président a voulu faire passer. Et la jeunesse a répondu. Dans ces éditions, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est la jeunesse malienne, c'est le peuple malien, c'est la cohésion nationale, c'est le rayonnement de notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique. C'est ce sens que moi je peux donner à cet événement. Sur le terrain, après le défilé des différentes délégations, le match d'ouverture de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition, a mis aux prises l'équipe de la présidence et celle de Koulikoro. Dès la 19e minute, la formation de la présidence a plié le match à travers un coup franc. Cet unique but a mis fin à la rencontre. Comme innovation, chaque délégation a été confiée à un quartier de la cité de Meguetan pour magnifier les Djatikia.
Salibatanda, il fallait lire surtout sur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, Abdul Kassim Brahim Fomba, au lieu de Fousseni Diawara, secrétaire général adjoint de la présidence. Kawa, alors dites-nous quels sont les résultats du jour et le programme de demain. Alors, aujourd'hui, il y a eu 2 matchs. D'abord, le matin, Mopti et Gao ont fait match nul, 1 but partout. Cet après-midi, l'équipe du CNT a battu Tombouctou par le minimum d'1 but à 0. Au programme demain, le matin, il y aura d'abord le matin, Kai jouera contre Sikasso et le soir, Bamako affrontera Kidala. Football toujours, tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le Real de Bamako a joué cet après-midi à Bamako contre le Coton Sport de Cameroun. Oui, Coton Sport de Garoua du Cameroun, c'était cet après-midi au stade du 26 mars de match. Score final 0 but partout. Pour plus de détails, écoutons les 2 entraîneurs, celui de l'ASL de Bamako, Noundiane, et son homologue de Coton Sport de Garoua. Ils sont au micro de Seragatou Sissi. L'équipe a été changée à peu près à 90% aujourd'hui. Voilà, pour mettre une équipe en place, souvent ça prend du temps. Ça fait 2 ans, normalement c'est 3 ans pour mettre une équipe en place. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui des joueurs, des joueurs qui ont le talent, mais qui n'ont pas trop duré ensemble. Donc ça fait qu'à un moment donné, par rapport à certains paramètres, la finition, la cohésion à l'intérieur de l'équipe, il y a toujours des détails qui vont faire que c'est souvent compliqué. Ils ont fait le match qu'il fallait faire parce que l'équipe camerounaise n'était pas au-dessus du Real, réellement. Ils ont tout donné, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais il y a toujours des détails qui font que souvent c'est compliqué. Je pense que cette année, ça fait partie du projet du Real. On était venu faire un résultat positif. Nous n'avons pas pu gagner le match. Nous avons fait un match nul. Je pense qu'on ne peut pas cracher dessus. La plus mauvaise chose, c'était de perdre le match. Nous ne l'avons pas perdu. C'est vrai, il y a eu beaucoup de regrets. Vous avez vu le match, il y a eu beaucoup de regrets, beaucoup d'occasions manquées. Mais nous ne sommes qu'au début de l'aventure et nous nous contentons de ce match nul en espérant apporter des corrections pour le match retour. Toujours sur le continent, cette fois-ci en Coupe CAF, le stade malien de Bamako joue demain contre Watanga FC du Libéria au compte du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Coupe CAF, le club de Sotiba est déterminé à faire honneur à ses supporters et à représenter fièrement le pays. Eh bien, les matchs retour sont prévus dans une semaine. Volleyball à présent. CAN des Dames, Cameroun 2023, une première victoire pour les Aigles Dames, Kaba. Une première victoire pour les Aigles Dames et pour une première participation à la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. C'était aujourd'hui, donc le Mali a battu le Burundi par le score de 3-7 à 0. Après 3 défaites contre le Cameroun, l'Égypte et l'Algérie. Avec cette victoire, c'est un grand pas pour une première participation sur le plan continental pour les dames du Mali. Le Mali joue demain à partir de 18h au compte de la 5e journée contre le pays hôte, le Cameroun déjà qualifié. C'est tout, Kava? C'est ce qu'il fallait retenir. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. C'est tout pour cette édition. Bonne suite de programme sur ORTM 1.